Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. Les jeux, c'était pour moi incroyable, c'est le truc duquel je rêvais depuis l'hôpital. Donc moi, je l'ai vraiment vécu comme une page qui se tournait un peu. Il y a plus l'accident une fois que je suis au jeu. L'accident, il est derrière, c'est fini. Parce que l'objectif depuis l'accident, c'était d'aller au jeu. J'ai réussi, j'y étais, je me rappelle, je passais la ligne de la dernière course. Je me dis, bah là, c'est fini. Genre, l'accident, c'est juste une petite page de ma vie, parce que ma vie, elle est encore longue et je veux faire encore plein de choses. L'accident, ça va rien dire dans ma vie. Ça a défini un peu un parcours, mais au final l'accident, il est derrière. Et donc, pour moi, les jeux, c'était vraiment une page qui se tournait par rapport à l'accident. En tant que podcasteuse, je suis aussi passionnée par ce format. J'écoute un certain nombre d'épisodes par semaine et donc j'aime évidemment découvrir des nouveautés régulièrement. L'été dernier, je cherche des podcasts sur le handisport et je dois dire qu'il n'en existe pas vraiment. Je tombe sur Zone Bleue avec quelques épisodes, qui est un podcast de la Fédération Française Handisport. Et plusieurs mois plus tard, j'écoute un témoignage en duo de 2 membres de l'équipe de France de paraski alpin. Je découvre des amis, des adversaires et des collègues. Et c'est la première fois que j'entends parler de mon invité du jour, Oscar Burnham. Alors je pense que j'avais déjà entendu parler de toi lors des Jeux paralympiques en 2022. Mais en vrai, je m'étais pas beaucoup renseignée. Donc depuis une saison de ski est passée par là, avec une 3e place au classement général de la Coupe du Monde de slalom. Félicitations. Et je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Tribune et Podium. Bonjour Oscar. Bonjour Solène, merci de m'accueillir. C'est avec plaisir de participer à ce podcast. J'aimerais que tu te présentes en une phrase sans me parler de sport. Je pense que je suis quelqu'un de très passionné et qui me passionne très vite des choses et d'impliquer quand je suis passionné. Et une phrase pour me parler de ton sport? Le ski, pour moi, c'est de la liberté, c'est du pilotage, un peu comme quand on est petit, on a toujours envie d'être un peu autonome. Et puis après, quand on nous met des skis aux pieds, tu choisis un peu où tu vas, un peu comme quand tu as ta première voiture, quoi. Tu peux être autonome et choisir où tu vas. Donc, la liberté. Raconte-moi un peu, le sport dans ta famille, c'était une évidence. Comment c'est arrivé le ski dans ta vie? C'était assez normal de faire du ski parce que j'ai grandi en station de ski avec mes parents, ma sœur. On a grandi à Tignes. Et ma mère est monitrice de ski, donc en fait c'était très naturel. Son frère est moniteur de ski aussi. C'était très naturel pour moi en grandissant en station de ski de me mettre sur les skis dès que j'ai su marcher. Donc ma mère elle m'a posé sur des skis dès que j'ai su marcher. Puis j'ai tout de suite aimé ça parce que il y a des vidéos de moi où j'ai les skis dans l'appartement, ou vraiment, comme je disais, passionné, à fond, impliqué dans les choses. Donc dès petit, j'ai vraiment adoré ce sport. Donc je mettais les skis dans l'appartement, je glissais sur la moquette de l'appart à Tignes. C'est comme ça que mes premiers souvenirs, j'en ai pas en fait parce que j'étais tellement petit que je me rappelle pas de la première fois que j'ai skié. Mais c'était entre les jambes de ma mère dès que j'ai su marcher. Il y en a à l'âge où il passe la première étoile, toi t'étais déjà au chamois d'or, quoi. Je sais pas, parce que du coup, j'ai vraiment même pas trop passé les étoiles, parce que je suis direct rentré au club des sports Ouais, t'as de squeezé Tignes, et l'école puis de ski. ouais, bah j'allais à l'école de ski, mais c'était avec les copains de ma mère, donc c'était vraiment le ski, moi c'était naturel. Ouais. Ouais, je suis plus à l'aise, je pense, à ski qu'à pied. Tu dis que c'était naturel, mais du coup, t'as jamais eu envie de tester autre chose avec des skis au pied, genre le ski de boss, le freestyle. C'était vraiment la descente, quoi. Bah si, parce que du coup, moi j'adore le ski dans toute sa globalité, donc j'ai toujours été vraiment passionné par le sport, le sport qui est le ski en général, donc j'aimais beaucoup aller faire de la poudreuse avec mes copains, d'aller faire des sauts, on construisait des sauts, on essayait de faire des figures. Je suis pas un grand freestyler, mais on faisait des figures sur les sauts. Pour moi, je pense un bon skieur, ça c'est skier partout. Donc c'est un peu ce que on m'a appris depuis tout petit, de pouvoir passer partout et pas faire que du piquet, du slalom ou du géant. C'est Ouais. vraiment savoir descendre partout et s'amuser dans toutes les conditions, hein. Et tu te souviens d'une de tes premières compétitions? Ouais, je m'en rappelle bien. C'était à Sainte-Foy-Tarentaise. Je devais avoir 8 ans, je pense, 7 ou 8 ans. Et
Et c'était un petit border cross, ski cross un peu ludique pour les enfants. Et je crois que j'avais fait quatrième. Et à l'époque, il y avait une petite coupe pour les 5 premiers. Et moi, j'avais fait la course, mais pour moi, il y avait même pas de. Enfin, je savais même pas qu'il y avait un podium. Ah Pour moi, oui. j'étais venu m'amuser. Et à un moment, ils m'ont appelé sur le podium et j'avais eu ma petite coupe parce que j'étais quatrième. Donc, j'étais trop content d'avoir ma première coupe. Et c'est C'était vraiment un mieux des que la premiers médaille en souvenirs. chocolat. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, j'avais ma petite coupe quand j'ai, ouais, ma première. Je pense que c'était une de mes premières courses. Ouais. Ça t'a donné envie d'y retourner. Ouais, je pense que c'est de là qu'est né le. Parce que du coup, vu que je savais même pas qu'il y avait une compétition, il y avait des prix et tout. Ouais. Je pense que l'esprit de compétition, il a commencé un peu ici, quoi. Dès que j'ai su que tu pouvais gagner des petits trucs, je pense ouais, j'ai un grand esprit de compétition et c'est vraiment ce qui me pousse à m'entraîner, quoi. Aussi. Et en grandissant en station, on sait, enfin, il y a plein de stations en France où il y a des visages par station, des grands athlètes qui ont fait la gloire de telle ou telle station. Est-ce que toi, il y avait un peu ce truc aussi d'admirer ceux qui réussissaient dans le ski à cette période-là et de vouloir faire pareil? Ouais, moi j'ai toujours été très fan de ski, je suivais toutes les compétitions, j'étais à fond. Donc je connaissais tous les noms des skieurs, que ce soit français ou internationaux. Donc je regardais toutes les coupes du monde, mais à Tignes, le skieur c'est Johan Claret. C'est Mm. Johan Claret qui était de Tignes et qui, nous les petits du club, quand on voyait Johan, on était trop contents parce que c'était le champion du club. Et donc, et il a fini il y a pas longtemps. Et puis il a fait sa Oui. médaille en plus à Pékin en 2022. Donc, ouais, quand j'étais petit au club, nous on regardait Johan Clara avec des grands yeux parce que c'était le grand monsieur du club. Et donc, quand tu cumules cette compétition où tu dis ça te développe justement un esprit de compétition et d'avoir ce grand monsieur du club, tu te dis un jour je serai à sa place ou vraiment c'était juste le kiff, se battre avec les copains. Non, moi mon rêve c'était de avant bah du coup avant c'était en valide mais quand j'étais petit mes parents ils diront pareil, moi mon rêve c'était de faire les coupes du monde, faire les Jeux Olympiques et c'était vraiment mon plus grand rêve. Je me rappelle que quand j'étais à l'école, encore au collège je crois, quand ils mettaient le métier que tu voulais faire, moi je marquais de la Coupe du monde de ski. Donc ouais, Sportif. moi c'était vraiment mon objectif quand j'étais tout petit. Après, il a basculé un peu. Bon, on en reparlera un peu plus tard, mais il a un peu changé, puis il est revenu. Donc ouais, moi quand j'étais petit, mon rêve c'était Hmm. de faire les coupes du monde, faire les Jeux Olympiques. Est-ce que tu intègres l'équipe de France quand même à un moment donné avant l'accident ou tout se passe après? Non, moi du coup en valide, j'ai fait premier niveau international. Je me suis arrêté au premier niveau international, c'était la FISE. Ouais. Donc j'avais fait quelques compétitions là, et puis bah j'ai arrêté. J'ai commencé à passer mon diplôme de moniteur de ski. J'ai arrêté la compétition à ce moment-là avec un nouveau rêve, c'était de devenir guide de haute montagne. Ça, c'était tout avant l'accident. Ouais. Et comment ça se fait que là ton rêve il change? Bah, ça commence à être assez compliqué en ski. J'avais plus trop le niveau, j'arrivais plus trop à suivre les meilleurs Français en termes de niveau, et donc je m'étais fait à l'idée qu'en fait Hmm. c'était très dur, c'était un premier cap à passer. En vrai, c'était une première grosse un peu désillusion de revenir à la réalité. En fait, bah en fait non, tu seras jamais, tu feras pas ton rêve de gosse qui était Hmm. de devenir champion du monde, aller en Coupe du Monde et tout, parce que t'es juste pas assez bon quoi. Les courses se passaient vraiment pas bien à ce moment-là. Et je me suis réfugié un peu dans l'escalade. J'ai commencé à faire beaucoup d'escalade, à grimper beaucoup et puis découvrir un peu le monde de la montagne. J'avais un peu un mentor j'allais beaucoup grimper avec mon père déjà à l'escalade. Mon père et ma sœur tous les soirs après le ski justement, moi je faisais des mauvaises compétitions, je rentrais, j'étais triste, mon père il me disait bah viens on va grimper et Hmm. tout, on allait grimper avec ma sœur. Et puis il y a aussi un guide que j'ai rencontré à la salle d'escalade qui m'a toujours appris à grimper quand j'étais au club des sports, parce que j'étais au club d'escalade aussi Hmm. petit. Et c'est le guide qui m'a appris à grimper. Et puis il m'a amené un peu au fur et à mesure. Il m'a amené en montagne, faire de l'alpinisme, faire des grandes voies en escalade. Et j'ai découvert cette nouvelle passion, ce qui au final a été plutôt un peu sauveur dans ma déception de pas faire du ski, quoi. Mon rêve, c'était de devenir, au final, c'était devenu de devenir secouriste en montagne et guide de haute montagne. C'était ce que je voulais faire. C'est marrant parce que du coup, après j'ai eu mon accident. Tu peux nous raconter un petit peu justement ce qui s'est passé? Moi, j'ai fait une connerie d'ado, hein, en fêtant le bac avec mes potes. On s'est séparé un peu du groupe avec un pote à moi. Et en fait, on s'est posé au pied d'un petit poteau électrique, mais pas les gros pylônes, hein. Hmm. Et on a décidé de monter dessus. J'ai pris un arc électrique et ça m'a
et ça m'a carbonisé la main. Du coup, j'étais out, hein, mon pote, il m'a réanimé, il m'a fait massage cardiaque, bouche Ouais. à bouche, tout ce qu'il fallait. Et je me suis réveillé, heureusement, avant que les pompiers arrivent. Le fémur était pété, mais bon, ça, c'était pas le plus gros souci. La main était carbonisée. Et du coup, au fur et à mesure, après plusieurs opérations, au final, c'est allé, enfin, je me suis fait amputer de la main gauche. Ouais. Donc, voilà. C'est toi qui décides ou c'est les médecins qui disent de toute façon on pourra rien faire Et bah, c'était un peu moi, un peu les médecins qui poussaient dans ce sens-là. En fait, ça faisait un mois que j'étais à l'hôpital. J'allais au bloc très souvent, tous les 3 jours environ, anesthésie générale tous les 3 jours. Et il me restait à ce moment-là plus que 3 doigts sur ma main. Et à un moment, il y a la chirurgienne, elle vient, elle me dit, bon bah, on peut essayer de garder tes 3 doigts ou alors on coupe. Et ils m'ont laissé un peu une petite semaine pour réfléchir, pour prendre une décision. Et c'est là que du coup, un peu est revenu le rêve de gosse parce que du coup, malheureusement, en ne faisant cette connerie, bah, ça a un peu mis fin à mes rêves de devenir guide Ouais. de haute montagne et secouriste. Mais c'est marrant parce que du coup, c'est le ski du coup qui m'a ressauvé de la déception de ne pas pouvoir être guidé et tout. Donc, quand j'ai eu la petite semaine pour réfléchir, moi, j'ai tapé j'étais à l'hôpital, j'ai tapé sur Google, YouTube, Jeux paralympiques ski alpin. Et Tu savais que ça existait. bah ouais, Jeux paralympiques, je savais que ça existait. Après, j'avoue que j'avais jamais regardé, Ouais, hein. ouais. J'avais jamais trop regardé. Mais du coup, j'avais tapé sur YouTube Jeux paralympiques ski alpin, et c'était les Jeux de 2018. Et du coup, bah, je tombe forcément, 2018, Marie, elle avait fait ses 4 médailles d'or, là. Je tombe forcément sur Marie, qui a qu'une seule main, ski avec un seul bâton, je regarde. Moi, je faisais du coup de la compétition avant, et je me suis dit, bah, Ça a pas l'air en sorcier. vrai, ski avec un seul bâton, ça se fait. Et puis je me rappelle, ma mère est rentrée dans la chambre et je dis bah maman, je pense que je vais couper la main. Ma mère, elle voulait pas que je coupe à la base. Et je dis à ma mère, maman, je vais couper la main. Mais du coup, t'inquiète pas, je vais être handicapé, donc peut-être qu'un jour je participerai aux Jeux paralympiques. Mm. Et sur le moment, ça T'inquiète, l'a pas il y trop aura fait les rire. jeux. Sur le moment, ça l'a pas trop fait rire. Ouais, bah. Mais du coup, j'ai vite eu cet objectif direct en fait, dès mon lit d'hôpital. Ouais, c'est fou d'avoir tout de suite switché, en fait, de dire, bah, en fait, cet objectif-là, je l'avais mis de côté parce que c'était mort, j'avais pas le niveau. Mais là, peut-être que par un concours de circonstances et à cause ou grâce à l'accident, bah, en fait, je vais pouvoir retoucher cet objectif du doigt, quoi. Bah ouais, c'est ça. Du coup, ça m'a un peu réouvert les portes. C'était une opportunité Mm. pour moi de revenir à mon rêve de gosse. Et puis au final, j'avais pris beaucoup de retard quand j'étais plus petit en tant que valide parce que j'avais grandi tard. Je me rappelle, j'avais eu ma puberté assez tard, Mm. donc les corps ils ont changé assez vite de mes potes adversaires Ouais. et donc ils avaient tout de suite ils étaient plus en avance que moi physiquement et du coup j'avais pris du retard et puis j'ai jamais trop repris ce retard donc voilà. Et là j'avais grandi, j'étais un peu plus grand, j'avais 19 ans, j'étais pas non plus un adulte, Mm. mais j'ai un peu plus évolué. Je me suis dit bah vas-y, en vrai je me relance là-dedans, puis on verra Ouais. comment ça se passe. Oui, et puis dans le handisport, il y en a beaucoup qui sont là à cause d'accidents de la vie. Donc c'est la vie qui a fait qu'ils se sont mis à faire du sport de manière, enfin, avec leur physique et leurs aptitudes. Et du coup, on dure un peu plus longtemps aussi dans le handisport que sur les sports de valide. Je mets des guillemets en disant ça, mais Oui, c'est ça, c'est un sport complètement différent, hein, le tu para. peux arriver plus tard, tu C'est peux, ça. Et moi, j'ai la chance du coup d'avoir quand même mon expérience en ouais. tant que personne valide et petite expérience, hein, mais quand même expérience. Et du coup, c'est vrai que ça a été un atout et ça a été et l'accident au final a été une super belle opportunité Hmm. pour moi de d'avoir un objectif. Et en fait, quand t'as un accident comme ça, bon déjà, nous on vit le truc au premier plan. Physiquement, moi je souffrir physiquement, mais en fait t'entraînes un sacré bout de monde dans ta merde, quoi. Hmm. Genre, mes parents, ma famille, mes potes, ma copine de l'époque, enfin tout le monde il souffre à cause de toi parce que toi t'es pas bien, donc ils te voient Hmm. souffrir. Et donc, des fois, t'as aussi envie de rendre un peu l'appareil en montrant, bah, j'ai fait une connerie, j'ai souffert, mais au moins, moi, j'ai envie de montrer qu'il pouvait être aussi un peu Ouais. fier de moi, de la bêtise que j'ai fait. J'ai réussi à transformer en quelque chose de un peu bien. Voir le verre à moitié plein, quoi. Ouais, Et voilà. question peut-être idiote, mais si t'avais pas amputé,
et que t'avais gardé quelques doigts, t'aurais pas pu rejoindre une équipe handi? Si, je pense. Je pense C'était que pas si, trois doigts, si, en tout cas, sur le circuit, il y en a, ils ont quelques doigts en moins et ils sont quand même sur le circuit. Après, les 3 doigts que j'avais, c'était pas très beau, hein. Non, non, mais Donc, puis moi, il y a vu. je remets pas en question ton choix, hein. Ah ouais, non, mais oui, j'ai pensé à garder aussi. Mais sur le moment, ça m'a même pas traversé l'esprit. Pour moi, quand tu connais pas trop le monde, tu te dis, bah, Ouais. amputé de la main, bah, je suis handicapé, donc très bien, ça va me suffire. Et puis, je suis bien plus content d'avoir amputé que d'avoir gardé. Puis ça se trouve, j'aurais amputé 3 mois plus tard. Donc, Oui, en fait, on peut pas au lieu savoir. de traîner, ouais, T'as pris ta décision c'est et... ça. Et puis, franchement, la nuit, une fois que la décision était prise, la nuit avant l'amputation, jamais aussi bien dormi. Ouais. Ouais, c'était la meilleure nuit de ma vie à l'hôpital. Vraiment, Bah, c'est que c'était la bonne décision pour toi. c'est ça. Mm. J'ai trop bien dormi. J'avais pas de doute Mm. sur ma décision. J'en ai marre de l'hôpital, en fait. Donc l'hiver d'après, tu retournes sur les skis. Comment ensuite tu reprends du niveau, tu t'adaptes aussi à ce qui est peut-être d'une autre manière. Enfin, Bah, en fait, le bras, au final, c'était le dernier souci parce que dans mon accident, je m'étais cassé le fémur aussi. Donc, j'avais la jambe pétée et c'était plus ça le problème pour le ski parce que, en vrai, pour le ski, oui. la main, bon, ski avec un seul bâton, quand on grandit en station et qu'on fait du club, tu fais beaucoup d'exercices sans Ouais. bâton, un seul bâton. Donc, quand on va vraiment dans les détails de la performance, ça peut jouer un petit peu de pas avoir le bâton, mais pour la reprise comme ça, c'est pas, ça va quoi, ça m'a pas gêné tant que ça. Il y a des petits détails d'équilibre, mais vraiment, quand on va vraiment dans le détail d'un Ouais. virage pour être performant dans le virage. Mais pour ce qui est comme ça, la main en moins, ça m'a pas beaucoup changé. C'était plus récupérer le fémur. Mais du coup, direct, quand j'ai su que j'allais couper, moi, dans l'hôpital, je faisais des tours d'hôpital avec mon petit poteau, là, avec toutes les transfusions. Je faisais des tours de couloir. Et je commençais déjà à m'entraîner. Ah Je oui. faisais des tours de couloir avec mon poteau parce que vraiment, j'étais en mode. Je Et t'imagine chaque avec jour. ta robe d'hôpital là dans Ouais, les ben il y a des couloirs. vidéos. J'ai des vidéos de ça. J'ai clairement des vidéos de ça où je suis avec ma robe d'hôpital en train de faire des tours d'hôpital. Et je faisais un tour, puis le lendemain deux, trois, objectif 4 tours. Et j'y suis réussi, donc j'étais content. Tour de couloir. Et quand est-ce que l'équipe de France ou la Fédé Handisport se dit ah lui il peut nous rejoindre? Est-ce que c'est toi qui va aller chercher? Est-ce que c'est eux qui viennent te trouver? Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que du coup, j'ai grandi dans la vallée. Enfin, la vallée est petite, donc l'accident, il y avait quand même eu bruit de mon accident, de ce que j'avais eu. Et le directeur technique des équipes de France de ski, de sport d'hiver de la Fédé habite à Tignes. Et du coup, quand j'ai eu mon accident, c'est vrai qu'il m'a appelé, Christian Fémy, et il m'a dit, bah, il m'a appelé, il m'a dit, je sais que tu as eu un accident, je suis désolé, j'espère que tu vas bien, machin. Puis il m'a dit, si jamais, je sais que tu skis avant, bah, pourquoi pas que tu viens faire une semaine de repérage, enfin de détection, enfin de Hmm. repérage, une semaine de stage avec nous à Tignes. Et c'était en novembre, donc très reconnaissant d'avoir eu cet appel de Bab, on l'appelle Bab, qui a direct fait confiance dans mon projet et qui a quand même cru en moi dès le début, alors Hmm. que j'avais pas, voilà. Et donc j'ai fait cette semaine. Et ça, c'était fin novembre 2018. Donc, Ouais, quelques voilà, mois après quelques quoi. mois Hmm. après. Et puis, j'ai fait ma première compétition en janvier. C'était une course nationale, voilà, où il y avait toute l'équipe de France. Et ça s'est lancé un peu comme ça, ouais. Et depuis t'as jamais remis en question ton choix? Ah non, non, pas du tout. Non, moi, je pense que c'est la pire meilleure idée de ma vie. Qu'est-ce que tu ressens parce qu'entre le moment où tu es dans ton lit d'hôpital, tu regardes les vidéos de Marie qui performe à Pyeongchang en 2018 et toi qui, ça y est, intègre les équipes et qui va de nouveau pouvoir avoir ce rêve-là en objectif et ça devient concret, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu ressens? Bah ouais, quand c'est devenu officiel, c'était quand même une fierté pas d'être. Bah, quand t'es petit, tu regardes l'équipe de France, tu te dis, bah, c'est les meilleurs. Enfin, d'avoir une veste, c'est juste le petit truc d'avoir la veste de L'équipement, l'équipe. ouais. T'es content, t'es fier. Et puis, mais pour moi, c'était pas forcément la finalité du truc. Moi, mon objectif, c'était vraiment de participer à Pékin, d'être à Pékin en 2022, ouais. Et du coup, la réalité te rattrape aussi vite dans le sens où, en fait, toi, tu commences avec l'équipe de France, t'as les premières compètes en début 2019. 3 ans plus tard, c'est les Jeux. Donc en fait, il n'y a pas le temps de traîner, quoi. Les jeux, c'était incroyable, hein. C'était vraiment l'objectif depuis mon lit d'hôpital. C'était le truc que je rêvais le plus. Et puis j'étais content de pouvoir. C'était vraiment le truc de content de pouvoir prouver à ma famille, mes parents, mes amis, ma sœur, tout ça, que en fait, enfin, on a souffert à cause de moi, mais qu'au final,
il pouvait être fier et j'étais trop content de, surtout ma maman qui a très très mal vécu la chose, pouvoir qu'elle puisse dire bah que en fait je vais bien et que Hmm. ça s'est bien passé et que maintenant j'ai fait un truc que j'aurais sûrement pas fait si j'avais pas eu l'accident. Tu t'en veux? Je m'en veux plus pour les autres. Moi franchement, tant pis pour moi, hein, j'ai souffert, j'ai eu mal. C'est plus c'est douloureux physiquement, mais mentalement, en vrai, je m'en suis remis assez vite parce que j'ai trouvé un sens à ce qui m'était arrivé. J'ai tout de suite trouvé un objectif qui était de faire les jeux. Mais c'est vrai que les autres, je pense, il y en a, ils ont plus souffert mentalement que moi. Ouais, donc tu t'en veux d'avoir pas fait du mal, mais enfin. Bah parce que s'ils se sentaient mal, c'est parce ils m'aiment et ils tiennent à moi. Mais et puis c'est touchant, c'est super touchant tout le soutien que j'ai eu Hmm. quand j'ai eu mon accident de beaucoup de monde que je connaissais et que je connaissais pas. Donc ça m'a beaucoup touché. Mais c'est vrai que les proches, bah ils le vivent encore plus mal. Hmm. Enfin ils aiment pas te voir mal. Donc voilà. Et tu rentres aussi à un moment, je suis même rentré dans un peu un cercle un peu vicieux du truc. Moi, je voulais pas que les autres voient que je sois pas bien, donc je faisais tout le bien, je rigolais, je faisais des blagues et Hmm. tout, pour pas que eux soient tristes. Mais au final, du coup, ça m'a amené à même plus me permettre des fois j'étais pas bien, mais je m'autorisais pas à être bien parce que Hmm. je voulais pas montrer aux autres que j'étais pas bien pour pas eux soient pas bien. Ouais, ouais. Waouh, c'était une J'ai longue compris, non, phrase. mais c'est ce que j'appelle le clown triste, en fait. C'est que t'es souriant devant tout le monde pour pas montrer ce qu'il y a à l'intérieur, et en fait, ça veut pas dire que t'es heureux, quoi. Enfin, Oui, c'est ça. Après, c'était vraiment par phase, hein, parce que de oui. manière générale, vraiment, j'ai pas été. Vraiment, ça a été une chance pour moi de trouver direct un objectif, Ouais. un sens à ce qui m'était arrivé. Mais de manière générale, j'ai jamais été très triste à cause de ça. Hmm. Mais il y a eu des fois, forcément. C'est trop beau de dire qu'il n'y a pas eu de moment triste, mais de manière générale, ben, je pense que c'est grâce à tous mes potes qui ont toujours été là, hein. Je suis très reconnaissant de l'entourage que j'ai. Les jeux, c'était pour moi bah, incroyable. C'est le truc duquel je rêvais depuis l'hôpital. Donc, c'était une expérience de fou de représenter la France aux Jeux paralympiques, d'avoir la dotation. Tu vois le truc en grand. Tout est plus grand aux Jeux. Nous, en para particulièrement, parce que il y a beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de pression aussi. Enfin, un bon résultat au jeu, ça peut changer ta vie, quoi, Hmm. aussi. Donc, ça, c'était incroyable. Et puis, moi, je l'ai vraiment vécu comme une page qui se tournait un peu. Il y a plus l'accident une fois que je suis au jeu. L'accident, il est derrière, c'est fini. Parce Ouais. que Parce que. l'objectif depuis l'accident, c'était d'aller au jeu. J'ai réussi, j'y étais. Je me rappelle, je passais la ligne de la dernière course. Je me dis, bah, c'est fini. Genre, l'accident, c'est juste une petite page de ma vie, parce que ma vie, elle est encore longue et je veux faire Hmm. encore plein de choses. L'accident, ça va rien dire dans ma vie. Ça a défini un peu un parcours, mais au final, l'accident, il est derrière. Et donc, pour moi, les jeux, c'était vraiment une page qui se tournait par rapport à l'accident. Et depuis ça, l'accident est derrière. Forcément, tu y penses souvent, parce que voilà, t'es là grâce à ça, ou à cause de ça. Moi, je Hmm. préfère dire grâce à ça. Mais il est quand même vachement derrière, là, l'accident. T'es au jeu, l'objectif, moi je pars jamais dans une course pour faire un top 10 ou pour participer, quoi. T'as envie de faire un podium, t'as envie de ramener une médaille. Après, objectivement, en 2022, les jeux, c'était vraiment une prise d'expérience pour vivre l'événement, un grand événement comme ça. Objectivement, mon niveau là-bas, ça aurait pu, parce que tu sais jamais ce qui peut se passer, je pense que j'aurais pu. Mais ramener une médaille, ça pouvait être quand même, enfin, c'était quand même assez compliqué, quoi. Enfin, je dis pas que c'était impossible parce que c'est pas impossible, mais ça aurait été vraiment un bonus en plus, quoi. Hmm. Parce que moi, déjà, des diètes, c'était déjà fou. Et comment ça se passe justement pour toi, d'autant que ton ami Arthur performe lui sur ces jeux-là. Je sais que vous êtes en chambre ensemble, donc il y a, je sais pas, peut-être une ambivalence entre lui qui gagne et toi qui monte pas sur la boîte, quoi. Ouais, non, bah lui qui gagne, enfin, t'es content pour ton pote, hein. Donc non, l'ambiance était bien, quoi. Moi, on était, en fait, c'était tout était relatif à chacun. Moi, j'étais ultra, forcément, Arthur et moi, on n'avait pas les mêmes objectifs. On a même encore aujourd'hui, on n'a pas les mêmes objectifs parce que il a des objectifs plus grands par rapport à son passé, à sa carrière qu'il a déjà eue.
Donc moi, j'étais toujours trop content d'être au jeu. Lui était trop content de faire ses titres parce que c'est ses objectifs d'avoir les titres. Donc non, il n'y avait pas d'énorme différence d'ambiance entre lui et moi. Mm. Je pense moi j'étais content pour lui, lui était content pour moi. Donc voilà, après c'est sûr que le prochain objectif ça va être de faire ensemble quoi. Sur ces jeux-là, tu dis que c'était beaucoup d'apprentissage, engranger de l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire justement? Parce qu'on entend souvent les athlètes dire non mais j'ai gagné en expérience, c'est bien, ça va lui ou la faire apprendre. Mais en fait, qu'est-ce qu'on apprend concrètement quand on vit ce genre d'événement sans monter sur la boîte? Ouais, je sais même pas si on apprend vraiment, mais c'est bien d'avoir un passé, de l'avoir vécu, de savoir un peu comment c'est, parce que t'arrives pas un peu un peu perdu de pas savoir, tu peux vite te faire prendre par l'ambiance des jeux, parce que il y a plein de trucs autour, c'est tout bête, mais tu sais, essayer de rester focus sur les jeux, il y a plein d'activités à faire dans le village aussi, tu sais, tu peux vite te faire prendre, mais de savoir qu'il y a ça et que tu peux aussi, il faut rester focus sur la compétition quand même et profiter du reste après Hmm. et d'en profiter mieux encore si tu as fait un bon résultat. Et ben voilà, je pense que c'est ça l'expérience que tu prends, c'est plus Ouais. de gérer ce qu'il y a autour. Pas forcément de la compétition, parce que des compétitions, on en fait tout l'hiver, tous les hivers, quasiment toutes les semaines. Donc la compétition, on sait gérer, c'est plus gérer l'environnement autour, quoi. Parce qu'il y a plus de médias aussi, il y Ouais. a plus d'attentes. Même toi, tu te mets automatiquement plus d'attentes. Hmm. Donc c'est plus de connaître qu'il y a ça, de le savoir et de après faire en sorte que ça ne prenne pas le dessus la prochaine fois. Donc après les jeux, la saison est finie. Cap maintenant, enfin sur une nouvelle saison. Et maintenant justement avec cet apprentissage là que t'as, tu te dis je vais aller chercher un globe, je vais aller chercher une médaille. Non, même pas à ce moment-là. À ce moment-là, c'est vraiment essayer de. Je tournais vraiment autour du podium. J'étais vraiment pas loin à chaque fois. Une fois, j'ai loupé le podium en Coupe du Monde pour un centième. Je savais que c'était possible, mais en même temps, je me l'imaginais pas trop non plus, quoi. L'objectif, c'était de faire un podium. Après, ça arrive au bon moment parce que ça arrive au championnat du monde. Ça, c'était encore plus beau, ouais. Et donc justement raconte-moi ces championnats du monde, ils ont lieu où? Qu'est-ce que tu te dis avant cette course justement, avant de passer le portillon de départ? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Bah, cette course, c'était ouf parce que vraiment, ça faisait. On avait déjà fait quelques Coupes du Monde avant. J'avais fait quatrième, je crois que j'avais fait quatrième, je sais plus combien de fois, mais j'ai dû faire quatrième 5-6 fois quatrième et à chaque fois, Ouais, à genre, un et moment dont une donné, fois vraiment à un centième. Donc ça, c'était ultra frustrant. ouais. Et je sais pas ce qui s'est passé. Bah, du coup, le slalom, c'était la dernière compétition des championnats du monde. Donc c'était vraiment la dernière course, quoi. Et on est au départ là, première course, première manche. Et je sais pas, genre déjà le coach il nous avait fait un discours le soir avant. Il nous disait franchement, demain c'est la dernière course des mondiaux, c'est pas fini. Je sais que vous êtes tous capables d'aller chercher une médaille. Donc on va la chercher quoi. Bon, je pense qu'inconsciemment ça a fait un petit tilt. Savoir qu'on est juste d'entendre le coach qui croit en toi, c'est toujours quelque Ouais. chose. Parce que c'est bien de croire en soi, mais pour moi, il faut que les autres croient en toi aussi. C'est toujours Mm. plus facile. Et bah, j'étais au départ de la première manche et je me rappelle, c'était ouf parce on est avec Arthur. Bon, on ne rappelle plus trop de mon dossard, mais on est avec Arthur au départ, c'est le moment. Et là, on se check comme à chaque fois, on se check comme à chaque fois avant de Mm. partir. Mais là, il dit un truc, on se check, il dit, allez mon gars, c'est notre jour. Sur le moment, tu vois, moi je dis ouais, enfin, tu vois, ça me tilte pas plus que, enfin, c'est comme d'hab, quoi. On se Mm. check, mais il dit, et je me rappelle, il me dit, c'est notre jour. Aux premières manches, je pars, je fais une première manche, franchement, je suis dans le tracé, ouah, le tracé était vraiment pas agréable à skier. J'arrive en bas, le tableau il était un peu plus loin, tu passes la ligne, fallait encore avancer un peu, je sais pas, une centaine de mètres pour voir le tableau, je passe la ligne. Je fais, ouais, c'est pas ouf là ce que j'ai fait là. Vraiment, c'est vraiment pas. Et puis je regarde le truc et je vois que je suis troisième. Et que bah du coup devant c'est Arthur et Jordan. De l'équipe. On est trois, un, deux, trois. Bon, il reste encore du monde. J'attends et puis je vois que la première manche termine et on est un, deux, trois. Mais du coup c'est encore plus Arrêtons tout. stressant. Ouais, Arrêtons là. ouais, là j'étais en mode ah. Et puis, vraiment, ils l'ont tous vu, ils m'ont dit après, parce que forcément ils vont pas me dire après, ils vont pas me dire pendant, mais après la course et tout, et entre les deux manches, j'étais ailleurs. Vraiment, Comment ça? j'étais perdu quoi. Genre plus, je pense que je m'étais mis beaucoup de pression parce que c'est quand même horrible. Tu vois, genre Ouais. on est un, deux, trois. Imagine il y en a un de nous qui saute. Tu vois, t'es content pour les deux autres, mais
va réconforter le type qui saute du podium alors que t'es 1, 2, 3 au championnat du monde. Et ouais, j'avais une pression énorme. Et j'étais du coup au départ de la deuxième manche. Et là, dans ta tête, il se passe quoi dans ce portillon de départ J'étais portillon, franchement, j'avais tellement chaud. Je voyais la buée qui descendait dans mon masque tellement j'avais chaud. Ouais. C'est pratique ça pour du slalom. Ouais, je dis au dernier moment, je dis au technicien, faut que tu m'essuies le masque là, je vois rien là. Et vraiment, j'ai chaud, c'était ouf. Et c'était vraiment, je pense, j'ai jamais été aussi. Ouais, je pense que j'étais très stressé, mais au final, je pense que c'était un bon stress. Ouais, je sais pas, peut-être le bon stress, il est arrivé peut-être une fois que je t'ai lancé dans le tracé, mais avant, l'attente a été interminable. Tu te refais le tracé dans la tête. Tu te refais le tracé, et puis du coup, nous, ils inversent les dossards, donc tu pars à la fin. Mais d'un côté, il y avait une part de moi stressée, une part de moi qui me dit, mais non, mais ça va le faire. Et puis, je sais pas, j'étais content d'être. Et il y a un moment, je me suis dit, je me rappelle, avant le départ, je me dis, vas-y, profite, tu le mérites. Et puis, je suis parti, dans dans le tracé. Et pareil, je fais le tracé. En vrai, là, je me sens plutôt bien. Mais du coup, je me sens tellement bien, je me dis, merde. Peut-être je me sens trop bien. C'était peut-être un peu trop facile. Ouais, genre, tu sais, des fois, les sensations, elles sont pas trop ça. Des fois, tu te sens pas bien, tu fais bien, tu te sens bien, tu fais pas bien. Donc, j'arrive, je passe le premier mur, là, j'entends le coach qui me gueule, il me gueule, vas-y, lâche, c'est le moment, faut lâcher. Et dans ma tête, je dis, mais j'essaye. Et du coup, je lâche. Et heureusement, en vrai, qu'il y a eu un petit coup de gueule du coach parce que je pense que ça m'a un peu remis en place. Et je passe la ligne et pareil, le tableau, il est loin. Donc je passe la ligne, je me relève, je vois pas l'arrivée, je vois pas le résultat, mais je vois il y avait toute la famille d'Arthur qui était venue, donc il y avait pas mal de Français et tout, donc, et je vois qu'ils sont trop contents. Tu Et vois du même coup, pas la couleur verte je vois pas encore mon résultat parce que je vois qu'ils sont contents avant de voir mon résultat. Je vois qu'ils sont contents, mais j'exalte pas encore. J'attends de voir quand même par mes propres yeux. Et là, je vois que je suis premier. Et je fais, oh, mais là, c'était là, la libération, quoi. Parce qu'en fait, t'es sûr de faire le podium déjà. Déjà, t'es sûr de faire un podium. Donc, je saute dans les bras du kiné qui était en bas de la course. C'était incroyable, la sensation. Et puis là, tu passes et il y a Jordan et Arthur qui sont encore en haut. Et tu te dis, là, si on fait un triplé au championnat du monde, c'est incroyable. Le braquage qu'on fait, c'est ouf. Et du coup, je regarde Jordan. Et un petit côté de moi qui me dit quand même, si je peux le battre. Ça, c'est normal. Donc, je le vois descendre. Et là, je vois que il me bat, même il me bat bien. Je crois qu'il me met une petite seconde quand même. Donc, il me bat bien à la manche parce qu'il avait pas beaucoup plus d'avance que moi. Mais en fait, du coup, il passe la ligne, il met une seconde. Il y a un côté de moi qui dit, ah, le bâtard. Mais en même temps, je suis trop content. Donc, il arrive, il se saute dans les bras. Et puis après, il y a Arthur. Arthur, il avait quand même une petite marge en termes de chrono. Donc, dans ma tête, je me dis, allez, Arthur, arrive en bas. Et puis, ça fait. Et puis, Arthur, il arrive en bas. Et puis, on fait 1, 2, 3. Et là, c'était ouf. Même si Arthur, au vu de son niveau, il est censé finir premier par rapport à vous, en slalom et même comme dans n'importe quelle course, il y a le risque d'enfourcher, de pas aller en bas. Et donc, en fait, il y a quand même toujours ce risque de pas faire le triplé. Ouais, c'est ça. Et du coup, genre, t'es en mode, fais pas le con. Fais pas le con. Et je crois que lui, il a vu, parce que du haut de la piste, on voyait l'arrivée. Donc, il a dû nous voir tous dans l'air d'arrivée, se sauter dans les bras, machin et tout. Donc, il restait plus que lui. Il disait, mais t'as juste à arrive en bas, quoi. Ouais, passe la ligne, fais pas. Voilà. Donc, et puis, il arrive en bas, on est 1, 2, 3. Et là, c'était incroyable. Premier, deuxième, troisième. Premier Baucher, deuxième Broisin, troisième Burnham. Ils ont réussi l'exploit. Ils ont atteint l'objectif ultime. Faire premier, deuxième, troisième sur un championnat du monde. Les garçons, vous êtes exceptionnels. Et donc ta première médaille mondiale? Premier podium, c'est au championnat du monde. Ouais. Donc j'avais pas fait un seul podium en Coupe du Monde. Et premier podium au championnat du monde, donc c'était ouf. Donc on chante la Marseillaise tous ensemble sur le podium, ça c'était ouf. Il y avait tout. En plus il y avait du monde parce que vraiment il y avait la famille d'Arthur, il y avait des. Et c'est con parce que mes parents ils étaient venus le jour avant, ils avaient dû repartir, genre ils étaient pas là le jour du podium. Marseillaise, podium, machin. Qu'est-ce que tu ressens là sur ce podium? T'es trop fier, franchement. Moi, genre la médaille mondiale, c'est en plus c'est assez iconique, c'est le petit flocon là que tout le monde, c'est pareil que les valides, tu vois. Donc c'est vraiment le truc que tu vois depuis que t'es petit, et genre c'est en bronze, mais pour moi c'était déjà ouf, quoi. J'étais déjà content d'avoir une médaille. Elle l'a affiché chez mes parents ils l'ont affiché tout fièrement à la maison.
Donc non, c'était incroyable. Partager ça avec des potes, c'est trop bien. Tu te dis, j'en veux encore? Ah bah ouais, une fois que tu avais encore. Mais les émotions, c'est un truc de fou. Tu passes par toutes les émotions, le stress, la joie, et puis en fait, ça rattrape tous les moments où t'étais deg. Parce qu'il y a quand même plus de moments où t'es deg que des moments où t'es content, et en fait là, ça rattrape tout. Genre, Je sais plus qui c'est qui disait que dans le sport de haut niveau, on passait plus de temps à perdre qu'à gagner. Ah bah, c'est sûr, particulièrement moi. Moi, j'ai beaucoup plus perdu que gagné. Mais parce qu'en fait, quand tu regardes sur une course, je sais pas, vous êtes peut-être une quinzaine, une vingtaine à vous aligner, et il y en a 3 au final sur le podium. Ah, Donc il y a un gagnant. Donc c'est ça. forcément, Ouais, c'est ça. les Bah oui. statistiques, elles sont pas en votre faveur. Ah bah non, les statistiques, c'est pas en notre faveur. Sauf si... Mais ouais, mais ça rattrape tout. Quand tu y arrives, ça rattrape vraiment tout. Et ça donne envie de revivre les mêmes émotions. Ouais. Qu'est-ce que cette médaille, elle change aussi pour toi pour la suite? Bon, je pense que mes ambitions, elles ont augmenté à partir de ce moment-là. Je me suis dit, bah en fait, j'avais des ambitions, mais pas trop affirmées. Je les avais en moi. Et puis maintenant, je les affirme un peu plus. Je me dis, bah là, ouais, je veux le faire. Et je vais faire en sorte de pouvoir y arriver. Ah bah là, je me dis, déjà, la saison, il reste quand même, à ce moment-là, c'est en 2023, donc les Jeux, c'est encore loin. Ouais. Tu le fais une fois, tu te dis, faut être capable de le refaire, donc faut le refaire en Coupe du Monde, faut être un peu plus régulier. Si tu veux laisser un peu moins de chance, un peu moins de place à juste la chance et au truc, c'est jamais de la chance, mais il y a quand même une part de chance. Mais si tu arrives à être plus régulier, mentalement, tu te sens mieux. Tu te dis, je l'ai fait plusieurs fois. Mais du coup, oui, il y a quand même l'idée de te dire, bah, je l'ai fait au mondiaux, maintenant, le faire en Coupe du Monde plusieurs fois et puis le faire au jeu. Et l'envie d'aller chercher un petit globe ou... Bah, le classement général, c'est sûr que c'est un truc qui récompense justement la régularité. Hein. Après, déjà, bah, podium au classement général cette saison, je suis assez content. Et bah, ça montre que tu as fait une belle saison. Ouais, du coup, j'ai été plutôt régulier. Et après, moi, l'objectif clair, c'est vraiment la médaille au jeu. Le petit globe, oui, mais peut-être après les jeux. La colère. Très souvent, quand j'arrive en bas et que je sais que dans le tracé, je me suis dit là, c'est pas assez et que mentalement, j'arrive pas à lâcher le truc, j'arrive en bas et je suis énervé contre moi. En fait, je suis énervé contre moi quand je fais un mauvais résultat et puis je suis énervé contre moi quand je perds à un jeu l'après-midi. Donc, ça, c'est l'esprit de compétition. Genre, on joue au Spikeball, nous, l'après-midi. Je sais pas si tu vois ce que c'est le jeu Spikeball. On joue au Spikeball. Je perds, je pète un plomb, donc la colère, c'est une émotion qui revient quand même ça assez... va être agréable de jouer avec toi. Oui, c'est quand même... j'ai quand même... On joue au Uno, je perds, ça m'énerve. T'apprends à gérer cette colère? Je la laisse venir, j'essaie de la faire venir le moins longtemps possible. Mais je sais que je peux pas aller contre être énervé, donc la colère, je la laisse venir, je m'énerve, mais faut pas que ça dure toute une après-midi, quoi. Non, souvent, je jette, et puis il faut me laisser un peu tranquille. Je vais dans mon coin, je m'énerve dans mon coin. Puis une fois que je suis un peu calmé, je reviens. Ok. Mais je suis pas du genre pas devant tout le monde, quoi. Oui, c'est une colère un peu froide ou ouais. genre, c'est à l'intérieur ça Non, brûle, je suis pas du genre à devant tout le monde casser mes trucs ou quoi. Comme on peut voir en tennis certains qui cassent les raquettes. Ouais, non, j'arrive pas. Mais il y a pas besoin de demander pour voir si je suis en colère quand Ok. même. Mais Ça se voit. oui, ça se voit. Mais je suis pas je m'exhibe pas. Le doute, je l'ai tout le temps. Tout le temps, en vrai, parce que je me dis, est-ce que je me suis assez bien entraîné? Est-ce que la séance, elle est bien faite? Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que j'en fais trop? J'ai toujours du doute. Vraiment tout le temps. Vraiment, c'est vraiment un truc que j'ai H24. Je sais pas si c'est assez performant, plus de savoir si je fais bien, mais ça peut être tout con. Est-ce que je fais bien le geste là en muscu? Est-ce que je fais... C'est plus un doute pour être sûr que ce que je fasse, ça serve à quelque chose. Si mon doute, c'est de savoir si je me suis assez entraîné, je me réentraîne. Ça peut durer longtemps, cette histoire. Ouais. Et non, mais je sais pas, ouais, j'ai pas trop de... Mais oui, c'est vrai que le doute, je l'ai tout le temps. En vrai, je pense que c'est ce qui me permet d'en faire assez. Je le vois pas comme un truc négatif, en tout cas. Bah, si t'es toujours sûr de toi, tu peux vite tomber de haut. Hein.
joie quand j'arrive en bas et que c'est réussi, et puis encore plus de joie quand je partage le podium avec un pote de l'équipe, c'est encore plus bien, encore plus beau. Waouh. Cette saison, tu l'as fait un peu? Ouais, cette saison, on a fait. Ouais, ouais, bah, Arthur, de toute façon, il est toujours sur le podium. Donc, quand je suis Lui, sur le de toute podium, façon. quand je suis sur le podium, je partage avec lui. Donc, Il est partout, celui-là. donc ouais, j'ai partagé plusieurs fois le podium avec Arthur, et ça, c'est trop bien à chaque fois. Parce que du coup, tu rentres en chambre tous les deux, on est contents. Ça, c'est trop bien. Et une fois avec Jules aussi, on a fait un autre triplé en Coupe du Monde cette saison. On a Trop fait bien. un triplé en Coupe du Monde. Arthur premier, moi deuxième et Jules troisième. Et c'était sur les finales de Coupe du Monde en Suisse. Donc ça c'était incroyable aussi. C'est vraiment des joies. Tu vois que toute l'équipe est contente. Nous, on est tous contents. Le staff, il est content. Les entraîneurs, ils sont contents. C'est ouf. Et la joie, elle arrive que à la fin quand tu vois que t'as réussi, ou tu peux avoir quand même la joie de t'élancer, d'une nouvelle compète, d'une nouvelle possibilité de podium. Ouais, moi j'ai la joie de ce que je fais dans la vie, donc je pense que je suis quelqu'un de plutôt joyeux. Je me le dis très souvent que j'ai de la chance et que je suis heureux dans ce que je fais et que je suis heureux dans ma vie et que j'ai de la chance de faire ce que j'aime et d'avoir un entourage que j'apprécie et que j'aime. Tu disais que tu faisais tout ça pour eux, enfin tu le fais pour toi, mais il y a aussi un peu, tu te sens redevable de montrer que oui, t'as fait une connerie, mais qu'aujourd'hui tu peux en faire quelque chose de beau. Est-ce que tu crois que ça, à un moment donné, ça aura une finalité, ou tu vas le faire que pour toi, ou tu le feras toujours aussi pour eux? Non, je pense que je fais quand même beaucoup pour moi, je fais pour moi aussi et puis je- mais c'est sûr que moi ça me fait plaisir de rendre fier les personnes que j'aime et les personnes qui m'aiment. Donc c'est une manière un peu égoïste de dire que c'est pas parce que le sport c'est quand même très égoïste. C'est très égoïste, tu le fais que pour toi, quoi. Donc c'est un peu une manière de un peu rendre ça un peu moins égoïste, peut-être inconsciemment. On enregistre, on est fin juillet 2025. Donc dans quelques mois commence la saison paralympique pour toi. Une nouvelle, puisque tu en as déjà vécu une. Dans quel état d'esprit t'es justement avant de te lancer dans cette saison, avant de partir en stage, etc. Dans quel état d'esprit t'es? Je pense que je suis dans un état d'esprit très focus. Je vais essayer de tout mettre en place, que ce soit physiquement, techniquement, mentalement, pour arriver en forme et de au moins pas avoir de regrets quand je serai là-bas. Et plus j'arrive prêt, plus je serai sûr de moi et donc moins il y aura de pression. T'as un objectif de médaille, ça c'est sûr, enfin c'est clair. T'aurais envie que ce soit sur une discipline en particulier, ou l'essentiel c'est la médaille? Pas une discipline en particulier. L'essentiel, c'est la médaille. Si je peux en avoir plus, c'est encore plus beau. Mais si j'ai une médaille, l'objectif sera atteint. Il faudra trouver un nouvel objectif. Si elle se partage, c'est encore plus beau. Mais l'objectif, c'est clairement la médaille. Puis si j'y arrive pas là, je ferai en 2030. Ouais. Justement, tu dis après, il faudra trouver un nouvel objectif, mais pour l'équipe de France, ça semble un peu tout tracé, l'objectif après Milan quand même. Ah bah forcément, les Jeux en France, ça va être quelque chose. Déjà, ce sera jamais pareil que Paris, parce que Paris, c'était Paris. Mais après avoir vu Paris l'été dernier, c'est sûr que ça donne vraiment envie de vivre des jeux à la maison avec et puis les supporters français, je sais qu'ils sont ouf, quoi. Donc ça donne envie de pouvoir partager ça avec le public français et puis c'est sûr, c'est vraiment pas loin de la maison en vrai. Bah, c'est clair. Les sites ils ont pas été encore faits, mais l'Alpin ça sera par ici, donc Oui. Ouais. donc voilà. Il y a le groupe France pour vous. Alors sur le groupe paraski alpin, vous vivez ensemble 6 mois de l'année sur les compètes, etc. Donc parfois ça peut être compliqué en fonction des tempéraments de chacun, des personnalités. Toi, tu le dis, tu vis en chambre avec Arthur, c'est ton copain. Enfin vraiment, vous êtes très très amis. Ça te tire vers le haut d'être avec lui qui, comme tu le dis, il est quasiment sur tous les podiums. Enfin, ou parfois ça te pèse un peu si tu réussis pas bien. Est-ce que tu arrives quand même à lui en parler? Enfin, comment ça se passe justement cette dynamique entre vous?
Non, je pense vraiment qu'on se tire vers le haut. Que ce soit, je pense que j'arrive aussi à le tirer vers le haut, malgré le fait qu'il soit quand même meilleur que moi. Je pense que on se tire quand même pas mal la bourre à l'entraînement. Et donc, non, moi, c'est quand même une chance, je pense, d'avoir le meilleur du monde dans ton groupe Mm. parce que bah, t'es à l'entraînement, si t'es pas loin ou si tu le bats, tu sais que t'es capable d'être devant, quoi, parce que Mm. c'est lui le meilleur. Donc non, je le prends vraiment comme une chance de l'avoir. Et puis sans parler de performance ou de parler de résultats, c'est vraiment un pote, quoi. C'est mon frérot, on passe beaucoup de moments ensemble, on se soutient, que ce soit sportivement ou dans nos vies personnelles. Mm. Donc non, c'est un atout aussi d'avoir quelqu'un avec qui tu peux te confier autre que le sport. Tu l'as emmené faire du parapente? Eh non, il a peur du vide, il n'arrive pas le parapente, Ah. il se fait caca dessus sur un télésiège. C'est compliqué pour aller en d'une piste. Ah ouais, non, je le dis, il a peur sur un télésiège, donc le parapente, c'est pas pour tout de suite. Parce que je dis ça, mais parce que Oscar, tu fais beaucoup de parapente, c'est aussi une de tes passions et t'en parles beaucoup. Ouais, bah moi j'adore le parapente, j'adore la montagne. Je fais encore beaucoup de montagne malgré le fait que passe plus le diplôme de guide ou Mm. quoi. J'aime bien aller en montagne avec mes potes. J'adore faire toutes les activités, parapente, escalade, alpinisme, cascade de glace. J'ai plein de prothèses, plein de bras pour toute Ouais, activité. c'est ce que j'allais te demander justement sur l'escalade. T'as réappris à grimper Avec un avec une moignon, prothèse, avec le ouais, moignon, avec. en escalade sportive classique sur rocher, je me strappe le moignon et puis je grimpe avec mon moignon. Et puis après, j'ai une prothèse pour la cascade de glace. J'ai tout type de prothèse, quoi. Je m'éclate. Ouais, bah c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de voir des personnes avec des prothèses, on n'imagine pas qu'il peut y en exister plein. Mais là, déjà, moi, j'ai passé 2 heures avec toi, j'en ai déjà vu 2 différentes. Donc en fait, c'est tu dois avoir un peu de stock, quoi. Ouais, j'ai plus de bras que de chaussures. Pas mal. Est-ce que t'as des regrets dans ta carrière? Pas regret, c'est un grand mot, je trouve. Pour regretter quelque chose, faut. Je pense que j'ai pas trop de regrets de manière générale. J'ai jamais. C'était quoi le plus gros échec pour toi? Pour moi, les deux gros échecs, c'est la première fois où j'ai pas atteint mon rêve de devenir, d'aller en Coupe du Monde de base. Et puis la deuxième fois, c'est d'avoir foiré mon truc, de plus pouvoir être guide. Hmm. Voilà, c'est les deux échecs enfin, pour moi, c'est ça les échecs. Parce que pour être guide de haute montagne, tu dis que c'est mort. Enfin, tu dis que c'est mort pour toi, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Parce qu'en fait, en soi, Bah, tu peux continuer à passer les diplômes. en soi, moi, je vais en montagne pour moi. Je suis avec mes potes, j'arrive à me débrouiller très bien. Je suis assez autonome en montagne. Hmm. Mes potes, ils me connaissent, ils savent où je passe, où je peux pas. En fait, c'est plus assurer la sécurité de quelqu'un. J'ai pas envie de prendre la Ouais. responsabilité d'assurer la sécurité de quelqu'un en montagne, moi. Ouais, ouais. Enfin, s'il y a une situation où je me retrouve où où je dis à un client, bah là, je peux pas faire parce que voilà. C'est plus ça. Après, moi, aller en montagne, j'ai aucun souci avec Ouais, ça. ouais. Je suis autonome et je profite un maximum en montagne avec mes potes. Avec mes potes, je profite un max. Mais par contre, assurer la sécurité de quelqu'un, j'ai plus et pas envie de reprendre cette. Enfin, j'avais ça comme ambition quand j'avais mes deux mains, mais Ouais. j'ai pas envie de prendre cette responsabilité maintenant. On arrive un peu à la fin. J'ai encore quelques petites questions pour toi. Si tu pouvais changer de vie avec un autre athlète, quel que soit son sport, son type de pratique, le temps d'une journée, tu choisirais qui et pourquoi? Une journée seulement, hein. Ouais. Léon Marchand. Pourquoi pas plus? Bah parce que compter les carreaux de la piscine toute la journée, ça me donne vraiment pas envie. Mais juste pour avoir le talent qu'il a et savoir ce que c'est d'avoir un talent dans un sport comme ça, vraiment. Enfin, talent et beaucoup de travail, mais quand même, tu vois qu'il y a un truc qui est inné chez lui, Ouais. qui est d'être. Enfin, enfin, c'est une machine de guerre. Hmm. Et il y a forcément un truc qui est inné, un truc qui fait que il bosse très dur, mais il y a quand même une partie de talent qui doit être. Ressentir cette sensation Ouais. d'avoir un vrai talent. Mais par Hmm. contre, je ferais qu'une journée de natation, hein. L'enfer de nager toute la journée. Moi, j'aime bien être dehors dans les montagnes. Ah C'est bah ça c'est la impossible. différence entre les Ah, ouais. athlètes de la montagne Ah et oui, les oui. autres. Ah non, impossible.
Et enfin, à quel athlète est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium? Eh ben, je sais pas si tu as déjà Aurélie Richard. Ah, avec plaisir. Très bien. Ce qui est une autre paraskieuse de l'équipe de France Voilà. et qui a bien réussi aussi son hiver. Si je me trompe pas. Elle a fait une bonne saison. Un retour de blessure en plus. Donc bonne saison. Écoute, et avec puis, grand future plaisir. grande championne du ski handisport. Ouais, honnêtement, j'en ai aucun doute. Ouais. Donc voilà. Super. Et ben, en tout cas, un grand merci à toi d'avoir pris ce temps-là avec moi. Et puis, on te souhaite une très belle saison. Merci. Je sais pas trop quand l'épisode sortira, mais je pense que tu seras occupé à bien d'autres choses à ce moment-là. Ouais, j'ai passé un super moment en tout cas. C'était super cool. Bah, tant mieux. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!